Dans un gigantesque immeuble commercial, un garçon monte les escaliers, épuisé, disant qu'il est sur le point de s'évanouir. Il a dû monter 28 étages et se demande pourquoi personne ne lui a dit qu'il devrait monter tout ça. Il n'aurait pas accepté cette livraison s'il l'avait su. Il sonne à la porte et annonce que la livraison est arrivée. Une femme au visage furieux répond, disant « Enfin, hein ?» et demande pourquoi il a mis autant de temps, le laissant un peu confus. Elle lui arrache le sac des mains et dit qu'il a mis trop de temps, donc il ne recevra pas de pourboire supplémentaire. Il pointe l'ascenseur, disant qu'il a monté 28 étages, mais elle est plus préoccupée par la nourriture arrivée froide, tandis qu'il s'assied avec colère. Elle dit qu'aujourd'hui, on ne peut vraiment compter sur aucun livreur. Il veut lui dire de bouger ses fesses paresseuses du canapé et de le faire elle-même alors. Cependant, évidemment, il ne dit rien de tout cela. Alors qu'elle claque la porte au nez, le pauvre garçon s'excuse, se rappelant qu'il doit rester calme et respirer profondément parce que s'il reçoit trop d'avis négatifs, il ne pourra plus livrer. Réalisant maintenant, malheureusement, qu'il devra redescendre les 27 étages qu'il a montés. De retour sur son scooter, il pense que c'est sa faute s'il est un loser fauché. Quelque chose attire son attention et il regarde de côté. Il voit un portail de donjon, la même vieille histoire. Il y a quelques années, des portails sont apparus permettant d'entrer dans d'autres royaumes. Ces royaumes étaient remplis de créatures, une menace trop forte pour que l'humanité puisse la vaincre seule jusqu'à ce qu'un jour, les dieux sélectionnent certains humains pour leur donner des capacités extraordinaires. Ces personnes sélectionnées seraient celles qui s'aventureraient dans les donjons et seraient appelées chasseurs par le reste du monde. Mais pour lui, voir un portail est une mauvaise nouvelle, puisqu'il devra faire un détour par une autre rue parce qu'y entrer serait dangereux. Soudain, il reçoit un appel de son patron, le réprimandant pour savoir ce qui s'est passé avec la dernière livraison. Le patron lui dit d'arrêter de causer des problèmes car il a beaucoup à gérer. Il dit que la commande qu'il a retardée était pour une personne importante, donc il va perdre sans recevoir de commande. Il essaye de dire quelque chose, mais le gars a déjà raccroché. Il voit dans la section des avis de l'application que la femme du 28e étage a jeté la nourriture dans les toilettes parce qu'elle disait qu'elle était vieille et froide. Il veut appeler le patron pour expliquer ce qui se passe, mais il est ignoré. Maintenant, le garçon est foutu. Il est déjà en retard sur son loyer cette semaine. En regardant le portail, il se demande juste pourquoi il ne peut pas être l'un des élus et vivre une vie paisible en tant que chasseur. Épuisé, il veut juste rentrer chez lui et se calmer, mais soudain, il reçoit sur son téléphone un message indiquant qu'il a reçu une demande de livraison. Cette fenêtre le surprend car il ne l'avait jamais vue auparavant. Il décide de cliquer par curiosité. Le téléphone émet un flash et quand il ouvre les yeux, il est dans un endroit qui ressemble aux cieux. Il a peur, se demandant où il est. Est-ce un rêve? Ou a-t-il enfin été choisi par un être, un hunter? Rien ne s'est vraiment passé encore, mais il pleure déjà d'émotion, pensant que sa vie de livreur est terminée. Cependant, il réalise ensuite que son téléphone affiche toujours une livraison à effectuer et montre même une carte. Il est confus parce que la livraison dit de récupérer du nectar. N'ayant rien de mieux à faire, il décide d'accepter. Dès qu'il clique, la porte dorée devant lui s'ouvre, il y croit difficilement, se demandant où il va, et commence à monter au-dessus des nuages, passant près du château. En regardant son téléphone, il a peur. Cet endroit est exactement là où la carte indique. Mais c'est quelque chose de surréaliste. C'est vraiment là où vivent les dieux. Il entre dans un palais avec des piliers géants. Devant une énorme porte, il se demande si c'est là qu'il est censé récupérer les articles. Hésitant, il frappe à la porte, sachant que s'il y a un dieu là-bas, il pourrait avoir une chance de devenir un chasseur. Quelqu'un ouvre la porte, demandant qui il est. Voyant la fille aux cheveux blonds et au manteau blanc, il la reconnaît immédiatement comme une déesse. Bégayant, il dit qu'il est là pour récupérer la commande. Cependant, elle s'approche de lui et demande pourquoi un humain est là, à l'Olympe. Elle dit qu'il a envahi, mais il pointe son téléphone, disant qu'il est là pour récupérer une bouteille de nectar. Elle semble pensive et dit que cela pourrait être l'œuvre d'Hermès. Elle soupire, lui disant d'attendre pendant qu'elle va chercher quelque chose que les humains ne devraient même pas toucher. Elle lui tend la bouteille de nectar et avertit que si son frère ne la reçoit pas à temps, il sera très en colère. Elle s'approche de lui et dit qu'il ne vaut mieux pas en prendre une gorgée, et il dit qu'il comprend. Elle pointe ses yeux et dit qu'elle le surveille, puis claque la porte au nez. Encore une fois, il est en colère. Il pensait qu'il échapperait à la vie de livreur, mais maintenant, il est devenu un livreur qui sera aussi grondé par les dieux. Fixant la bouteille, il dit qu'elle ressemble à du jus de pomme et pense à abandonner la livraison. Cependant, il raisonne que si c'est son frère qui la recevra, il doit aussi être un dieu. Et puisqu'il est ici à l'Olympe, il pourrait aussi bien demander à cet autre dieu de peut-être le transformer en être mythique. Il met son casque, motivé, disant que c'est la dernière livraison qu'il fera jamais. Et avec cela, il commence à rouler à travers
la lave. Une notification dit qu'il approche. Après une montagne de magma, il y a une petite maison. Il arrive à la porte, épuisé parce qu'il fait plus chaud qu'un sauna là-bas, et annonce que la livraison est arrivée. La porte s'ouvre soudainement. Le pauvre garçon dégouline de sueur parce qu'il fait une chaleur étouffante à l'intérieur. En arrière-plan, il y a la vue d'un nain martelant une forge qui se retourne en colère et demande qui est entré. Embarrassé, le protagoniste dit qu'il n'est pas un intrus. Il est juste là pour faire une livraison. Le nain s'approche de lui, les yeux brillants, disant que sa sœur semble avoir envoyé ce gars. Le pauvre garçon ne peut pas croire que les deux sont frères et sœurs. Ils ne se ressemblent en rien. Cependant, à ce moment-là, le nain remarque qu'il n'est pas Hermès. Préparant son aura, il dit que le garçon est arrivé là sans invitation. Le protagoniste, embarrassé, dit que c'est sa sœur qui lui a demandé de livrer cette chose. Le nain réalise que la bouteille de nectar est pleine et dit au garçon que c'est incroyable qu'il l'ait apportée sans en boire une gorgée. Le garçon dit qu'il n'est pas ce genre de voleur. Bien sûr, il ne boirait pas les affaires de quelqu'un d'autre et la lui tend, disant que le nain peut la prendre. Le nain rit, disant que le garçon est très honnête. Une gorgée de ce nectar l'aurait transformé en Dieu, mais il n'a ressenti aucune tentation. À ce moment-là, le protagoniste est confus en entendant cela, pensant déjà que s'il avait pris une gorgée, il serait un dieu maintenant. Il se précipite pour ouvrir la bouteille, disant que sa vie de livreur est terminée. Cependant, quelque chose l'interrompt. Le nain la saisit, enlève le bouchon. Le protagoniste essaye de dire quelque chose, mais c'est trop tard. Le nain a déjà pris une grande gorgée. Il jette la bouteille par terre, disant que c'est encore meilleur quand on le boit d'un coup. Le garçon est dévasté, tandis que le nain dit qu'il n'avait pas goûté un nectar aussi frais depuis longtemps. Se présentant comme Héphaïstos, il demande qui est le protagoniste. Il répond que son nom est Hae-Jun Lee. Avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, le nain est déjà en train de partir, disant que maintenant qu'il est rafraîchi, il va retourner au travail. Cependant, Hae-Jun lui met la main sur l'épaule et lui demande d'attendre. Le nain demande de quoi il s'agit et il dit qu'il n'a pas encore été payé. Héphaïstos se retourne et demande s'il parle des frais de livraison. Si c'est le cas, il aurait déjà dû les recevoir et s'éloigne en riant comme un fou. À ce moment-là, Hae-Jun vérifie l'application sur son téléphone, qui émet un flash de lumière qui finit par l'aveugler. Dans son interface système, il affiche 1000 points. Il est dans son lit, disant qu'il est sûr que ce n'était pas un rêve. Dès qu'il a regardé l'application, il a été entouré de lumière et était de retour sur Terre. Cependant, maintenant, ce petit écran est devant lui. Il est en colère, disant qu'il n'a aucune idée de comment utiliser ses points. Il était face à face avec un dieu, donc tout ce qu'il voulait, c'était devenir un chasseur de rang S, le plus fort du monde. Le système donne une notification et dit que les points peuvent être échangés contre divers articles dans la boutique. Il décide d'accepter parce qu'il doit trouver une utilité à ses points. La boutique a tout, d'une pomme d'or valant 1000 points à une moto valant 100 000. Il se met en colère, disant que rien n'est utile et que tout est trop cher. Il commence à faire défiler la boutique, cherchant quelque chose qu'il peut utiliser dans un portail de chasseur. Cependant, il commence à réaliser que c'est inutile. Il ne pourra pas vivre cette vie aventureuse. Jusqu'à ce que quelque chose attire son attention. En bas, il y a 10 000 won, ou environ 10 $ pour un point. Si c'est vrai, juste avec cette livraison, il a gagné 10 000 won. Hésitant, il décide de toucher. Dès qu'il appuie, un billet de 10 000 won apparaît devant lui et tombe sur ses genoux. Il le ramasse et il semble très réel. Le système se met à jour et maintenant, il a 999 points. Le pauvre garçon est incrédule en regardant le billet, regardant le système. Il appuie encore et encore jusqu'à ce qu'il commence à pleuvoir des billets dans la pièce. Maintenant, le sourire sournois sur son visage a changé. Il jette l'argent en l'air, disant que c'est ce qu'il aime. Dans la scène suivante, il mange même des ramen, complètement heureux et radieux. Il est allé redéposer et a testé l'argent dans une machine à dépôt, ce qui a parfaitement fonctionné. Il pleure d'émotion d'avoir gagné environ 10 000 $ avec une seule livraison. La femme du magasin lui demande si c'est vraiment si mauvais, et il répond que c'est en fait trop bon. Il ressemble à un fou riant seul dans le coin du restaurant. Il se demande quoi faire avec l'argent lorsque la télévision parle du recrutement d'un gars. Il regarde les nouvelles sur la préparation de la guilde pour la porte du Tartare, la plus dangereuse de toutes. Le gars embauche quelqu'un qui s'est classé parmi les 5 premiers de l'examen des chasseurs et qui a un contrat avec l'être mythique Héphaïstos. Il se rappelle que Héphaïstos est le nom du nain potelé, qui est maintenant le meilleur client qu'il ait jamais eu. Il quitte le restaurant avec le ventre plein, puis son téléphone sonne. Il se doutait que quelque chose comme ça pourrait arriver, donc il a apporté son scooter. Le téléphone sonne, lui notifiant une nouvelle livraison, et comme toujours, il est téléporté. Une fois de plus à l'Olympe, il ouvre les yeux. Mais cette fois, il se trouve dans un gigantesque jardin botanique. Il se demande où récupérer la livraison lorsque quelqu'un appelle son nom Hae-Jun Lee. Une fille apparaît, se présentant comme la déesse Déméter. Hae-Jun la salue, et elle dit qu'elle a entendu parler de lui par son neveu. Il demande qui est son neveu, et elle dit que c'est
c'est Héphaïstos. Le pauvre garçon pense que quelqu'un se moque de cette famille parce que personne ne se ressemble. Radieuse, elle dit qu'il semble qu'il n'a pas bu de nectar et demande si elle peut lui faire confiance pour livrer quelque chose. Bien sûr, il dit oui, il livrera n'importe quoi. Après tout, c'est de l'argent facile. Il imagine que cette fois, il recevra quelque chose d'incroyable. Déméter active une énergie dans sa main et crée une boîte à lunch. Il est un peu confus, mais elle lui dit de livrer cette boîte à lunch à sa fille, expliquant que malheureusement, les dieux ne peuvent pas quitter leur palais sans une bonne raison. Il est sûr de pouvoir la livrer. Mais soudain, elle frissonne et tout le jardin autour d'eux pourrit en un instant. Il regarde autour de lui, se demandant ce qui se passe. Mais elle est déjà en train de partir en le remerciant. Il espère qu'il n'y aura pas de problèmes avec la livraison ou qu'il ne s'agit pas d'une bombe divine. Alors, il la range sur son scooter, imaginant que la déesse n'enverrait pas quelque chose comme ça à sa fille. Il décide de vérifier la destination, mais quelque chose attire son attention et un flash de lumière le ramène sur Terre, le laissant confus. L'application montre que la livraison est bien en Corée. Il se rappelle que la déesse a dit qu'ils ne peuvent pas quitter leur palais sans une bonne raison et pense que ça doit être quelque chose comme ça. Apparemment, il rencontrera sa fille quand il arrivera là-bas. Il n'a jamais été aussi excité par une livraison, déjà curieux de savoir combien de points il recevra. En arrivant à destination, il enlève son casque, disant que ça doit être une blague. La livraison dit qu'il doit entrer dans le donjon le plus dangereux du monde, le donjon du Tartare, connu comme le cimetière des chasseurs. Mais il dit que ça ne peut pas être ça. La fille doit juste être devant la porte. Pourtant, le téléphone dit que la destination a été mise à jour, et la carte montre clairement l'intérieur du Tartare. Il crie qu'il n'y a aucun moyen qu'il entre là-dedans et décide d'annuler la commande. Cependant, sous la limite d'1 heure, il est dit que s'il annule, il recevra une punition divine. Un chronomètre apparaît disant qu'il a 42 minutes où il se transformera en cochon avec une conscience humaine. Désolé, il se demande quel genre de punition c'est. Il aurait au moins dû vérifier les informations, mais rien de tout cela n'a de sens. Tout d'abord, il ne peut pas passer devant ses gardes à la porte. Le fou commence à penser à tous les plats faits avec du porc. C'est alors que la fenêtre du système apparaît à nouveau, disant que s'il a besoin d'aide, il peut vérifier la boutique. Il sait qu'il a peu de points, donc ça ne serait pas utile. Il commence à planifier d'engager des chasseurs pour y entrer. Mais dans la boutique, pour 800 points, il y a une réplique du Kaini, un casque de brume qui cache la présence de l'utilisateur pendant 30 minutes. Il dit que cette offre à durée limitée est absurde et clairement juste un moyen de vider tous les points qu'il a. Mais puisqu'il se transformera en cochon s'il n'accepte pas, il décide d'acheter le casque, jurant de ne plus jamais accepter un autre travail. Le casque apparaît de nulle part. Maintenant équipé, il a 38 minutes pour faire la livraison. Il passe facilement devant les gardes qui ne remarquent pas sa présence, éternuant seulement à cause du vent froid. Il se dirige vers la porte, terrifié puisque c'est l'un des endroits les plus horrifiants du monde. Mais sans autre option, il continue. Hae-Jun Lee, un livreur de 20 ans sans licence de chasseur, sans contrat mythique, sans pouvoir surnaturel, ni capacité physique, défie toutes les chances. Il devient la première personne à atteindre la partie la plus profonde du Tartare. Regardant autour de lui, il dit qu'il n'y a personne, mais au moins, il est arrivé rapidement et ne sera pas transformé en cochon. Il commence à crier, disant que la livraison est arrivée. De l'obscurité, un loup à 3 têtes le fixe. Le pauvre gars est terrifié, se demandant ce que c'est. La bête s'approche en bavant, prête à le mordre. Lui, sans pouvoir, pense qu'il aurait mieux valu se transformer en cochon. La créature s'approche, face à face. Il sait que c'est sa fin. Il a dépensé tout ce qu'il avait pour ce fichu casque et maintenant, il s'est offert sur un plateau à ce monstre. Mais ensuite, il se rappelle qu'il avait 2 utilisations du casque. Le monstre bondit pour mordre quand il active à nouveau le casque. Mais maintenant, il est déjà sous ses dents. C'est trop tard, jusqu'à ce que quelqu'un dise à la bête de ne rien manger de sale. Le monstre se fige un moment. Hae-Jun ouvre les yeux, hésitant, voyant qu'il n'est pas mort. Il regarde en arrière et voit une petite fille. Il se demande pourquoi un enfant est dans la partie la plus profonde du Tartare. Elle s'approche gracieusement en caressant la bête, disant que ce chien ne mord pas. Le pauvre garçon voit immédiatement qu'elle ressemble à sa mère, Déméter. Il demande la permission et dit qu'il a une livraison. Quand quelqu'un derrière demande où est allée Perséphone, un homme pâle apparaît, disant qu'il semble qu'elle est allée jouer avec Cerbère. L'homme voit alors le protagoniste et demande comment un mortel a eu le courage d'entrer dans le monde souterrain d'Hadès. Embarrassé, le protagoniste essaie d'expliquer mais est déjà effrayé, ayant entendu
entendu que c'est le roi des enfers. Hadès dit qu'il est le premier humain à y arriver depuis longtemps, depuis Orphée. Une aura entoure Heijun, lui serrant le cou. Le pauvre gars ne peut pas respirer ni parler. Hadès dit qu'Orphée y est allé pour sauver sa femme qui était morte, mais le garçon est venu pour voler son casque. Dès qu'il lui attrape la main, il remarque que c'est une version fausse. Perséphone dit qu'il devrait écouter ce que le garçon a à dire d'abord. Avec cela, Hadès relâche Heijun qui tombe en toussant. Il demande pourquoi il est entré dans ce domaine. Luttant pour parler, il explique qu'il est venu faire une livraison. Hadès veut savoir si c'est une livraison pour lui, le dieu des enfers. Le protagoniste dit que ce n'est pas le cas et qu'il a apporté quelque chose que sa femme a envoyé pour leur fille. Il se regarde confus. Hadès veut savoir pourquoi il fait la livraison et pas Hermès. Tremblant, Heijun dit qu'il ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'on lui a dit d'apporter. Perséphone reconnaît la boîte à lunch envoyée. Hadès demande si Heijun n'a pas dit que c'était sa femme qui lui a demandé de l'apporter. Le pauvre garçon dit oui, elle lui a demandé de l'apporter à sa fille. Perséphone explique que c'est fait par sa belle-mère. La fille est toute radieuse, disant qu'elle est arrivée chaude. Mais en entendant cela, Heijun se demande si les deux sont un couple. Il pointe Hadès en disant qu'il est dégoûtant et trop vieux pour elle. Oups. Il se couvre la bouche, réalisant qu'il a parlé sans réfléchir. Mais Hadès l'a entendu clairement et lui dit de répéter ces mots au roi des enfers. Le protagoniste commence à bafouiller, essayant de s'excuser mais tremblant. Hadès le fixe juste et commence ensuite à rire comme un fou. Le protagoniste est confus et Hadès dit qu'il n'aurait jamais imaginé qu'un humain aurait le courage de l'insulter, lui, le dieu des enfers. Il demande le nom de Heijun, qui répond en tremblant. Hadès avertit que puisque c'est la première fois, il pardonnera cette insolence. Cependant, s'il fait quelque chose de nouveau, il n'a qu'à pointer une main et Heijun est entouré d'énergie, comprenant très bien ce qui se passera. Avec cela, Hadès dit que le paiement a été livré et qu'il peut remercier sa belle-mère pour cela. Immédiatement, la fenêtre clignote et cette fois, il reçoit 10 000 points plus un extra de 5 000 de la part du dieu des enfers. Hadès rend même le casque en disant qu'il peut garder la babiole. Heijun tremble ensuite et le remercie avec un grand sourire. La scène change pour un homme épuisé face à un dragon. Il se prépare au combat. Il est le capitaine de l'équipe 1 et un chasseur de type combat, doyen Ha. Il délivre une série de coups au dragon, mais celui-ci riposte avec une griffe à la poitrine. Cependant, quelqu'un d'autre attaque par derrière avec une lame d'aura et le dragon le remarque. Mais l'attaque touche le dragon qui hurle de douleur vers le ciel avant de tomber vaincu. L'épéiste s'approche de doyen et le félicite, disant qu'ils ont enfin conquis le premier étage du Tartare. Cet homme est le maître de guilde et se classe également 3e au monde. Son nom est Sang Junpark. Tout le monde là-bas célèbre. Il dit que c'est un grand jour parce que leur guilde a maintenant atteint la partie la plus profonde du Tartare. Cependant, tout le monde est vraiment épuisé. Sanjun remercie Doyan, disant que c'est grâce à lui. Doyan, ému, dit qu'il n'est pas si bon. Tout le monde se serre dans les bras, disant qu'ils resteront ensemble pour toujours. Sanjun dit à Erin de ménager le dragon. Elle est classée 17e au monde et dit qu'elle comprend. Le patron dit qu'il sait qu'elle veut collecter beaucoup de pierres de mana. Mais ça va, pas besoin de se précipiter. Cependant, elle ressent quelque chose. Elle descend du dragon, avertissant que quelque chose arrive à grande vitesse. L'équipe fixe le vide, sachant qu'ils sont épuisés et qu'il sera très difficile de se défendre. Sanjun dit à tout le monde de se préparer. Et Erin dit que c'est presque là. Le leader avertit que si les choses deviennent difficiles, tout le monde doit fuir et qu'il essaiera de retenir les monstres. Mais les gars sont émus, disant qu'ils se battront avec lui jusqu'au bout du monde. Il sourit, mais Erin avertit que c'est maintenant là. Au loin, il y a le bruit d'un moteur et évidemment l'ombre d'une moto avec un casque. Sanjun est choqué, se demandant ce que c'est. Calmement, Heijun demande la permission de passer. Voyant le dragon, il dit qu'ils sont incroyables et il est content qu'ils soient là parce que l'effet du casque allait s'épuiser. Il regarde en arrière et leur fait un signe de pouce levé, leur disant de faire attention parce qu'à partir d'ici, il y a des créatures avec de la magie noire et il s'éloigne rapidement sur son scooter. Personne dans la guilde n'a réussi à dire un mot, tellement ils sont confus. La scène suivante parle du nombre 150 millions. Si c'était une mesure en années, on remonterait à l'ère des dinosaures. Un nombre proche de la population totale de la Corée. Normalement, on reçoit environ 3 $ par livraison. Il faudrait faire 50 000 livraisons pour atteindre ce total. Mais c'est le montant exact qu'il recevrait s'il échangeait ses points maintenant. Le gars sourit largement, n'est-ce pas? Il a regardé ce nombre toute la journée. Bien sûr, il avait peur de mourir, de se transformer en cochon. Il y a aussi eu un moment où il a failli être mangé par un chien. En plus, il a failli être étranglé par le dieu des enfers. En y pensant, il a beaucoup souffert pour gagner cet argent. Mais maintenant, il rit. En fin de compte, rien de tout cela ne compte parce qu'il a gagné une tonne d'argent. Et le capitaliste le plus faible en veut toujours plus, évidemment. Il dit qu'à partir de ce moment,
moment, mais ensuite son estomac gronde et il réalise que c'est bien de manger quelque chose. Peut-être une bière, mais du poulet frit. Pendant ce temps, Sang-Joon assistait à une conférence. Il est épuisé et sort pour parler aux membres. Juste après cela, il doit parler au président de l'association des chasseurs. Le gars n'a pas une seconde de repos. Do-Hwan demande s'il a mentionné le livreur à la conférence. Il répond que non. Il préfère le garder caché pour l'instant puisque personne n'a aucune idée d'où vient ce gars. Ils auraient dû poursuivre le gars pour poser des questions, mais tout le monde était épuisé et ne savait pas quoi dire. Cependant, évidemment, tout le monde dans la guilde est curieux. La blonde dit qu'il portait un casque étrange et conduisait un scooter. Peut-être que ce ne sera pas trop difficile de le trouver. Mais Sang-Joon leur dit de ne pas trop s'inquiéter puisque leur objectif est de conquérir les donjons, pas de découvrir qui est ce gars mystérieux. Alors il informe les deux qu'ils doivent fabriquer de nouvelles armes, donc ils devront aller au donjon de la mine. Do-Hwan essaie de se plaindre, mais n'a pas le choix et demande quel type de métal il veut. Sang-Joon réfléchit un moment et dit que c'est quelque chose appelé métal céleste. Pendant ce temps, notre protagoniste mange son poulet frit. Il était excité de manger jusqu'à ce que son téléphone sonne. Il saute, ne voulant manquer aucune commande des dieux. Il avait faim, mais dans un flash de lumière, il se retrouve entouré de montagnes. Et juste en face de lui se trouve la maison d'Héphaïstos, une fois de plus. C'est alors qu'il réalise qu'il a oublié son scooter et son casque. Alors qu'il se demande cela, quelqu'un est derrière lui. Soudain, quelqu'un appelle le garçon et il se retourne pour voir Héphaïstos les larmes aux yeux. Hae-Jun demande pourquoi il n'est pas à l'intérieur de la maison. Pleurant, Héphaïstos dit qu'il a été expulsé. Hae-Jun est confus et demande de quoi il parle. Il explique qu'il buvait et mangeait avec son frère Dionysos quand quelqu'un est apparu, l'appelant cher et demandant pourquoi il buvait encore. Avec cela, les deux sont expulsés et elle a dit qu'il ne devrait même pas penser à revenir. Dionysos est parti immédiatement, mais le petit nain est abandonné là. Hae-Jun dit qu'il comprend, mais demande ce qu'il veut qu'il livre. Désolé, Héphaïstos dit qu'il n'a rien à boire ni à manger. Depuis qu'il a été expulsé, il n'a rien mangé. Il a supplié, mais même sa sœur n'avait pas de nectar, et maintenant seul Hae-Jun peut le sauver. Hae-Jun comprend plus ou moins, mais n'a aucune idée de ce qu'un dieu mange ou boit. Allongé par terre, Héphaïstos dit que s'il pouvait avoir une sorte de viande avec de l'alcool, ce serait parfait. Hae-Jun sort son téléphone et lui dit d'attendre une seconde. Un flash de lumière se produit pendant que le nain est allongé par terre. Il renifle quelque chose jusqu'à ce que Hae-Jun apparaisse avec la bière et le poulet qu'il avait acheté, disant qu'il est heureux de partager. Héphaïstos dit qu'il n'a aucune idée de ce que c'est et notre garçon explique que c'est un combo courant en Corée. Le soleil brille entre les montagnes et le nain est incroyablement heureux, disant qu'il n'a jamais eu une boisson aussi rafraîchissante de sa vie. Il pensait aussi que le morceau de poulet était trop petit, mais quand il y mord, il a le meilleur goût qu'il ait jamais eu de sa vie. Hae-Jun se demande si ce type est vraiment un être mythique. Le nain dit qu'il va lui donner une grande récompense et lui dit de vérifier son téléphone. À ce moment-là, le téléphone sonne et quand il regarde, il a gagné encore 15 000 points de la part d'Héphaïstos. Le garçon rusé n'en croit pas ses yeux, il a gagné 150 000 $ juste pour avoir livré du poulet. Le nain dit même que s'il a besoin de quoi que ce soit, il n'a qu'à appeler. Pour lui, ce nain est le gars le plus adorable du monde et il veut le serrer dans ses bras. Il se rapproche affectueusement quand quelqu'un approche, évite de l'appeler cher et ils se tournent tous les deux. Hae-Jun est surpris. Elle demande pourquoi il boit encore. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la déesse de l'abondance et de la densité. Tout le monde. Le protagoniste est ému aux larmes par sa beauté, disant qu'il n'a jamais vu quelque chose d'aussi beau. Il ne comprend pas comment elle est mariée à ce nain pleurnichard et pourquoi il tombe soudainement à genoux. Héphaïstos commence à expliquer qu'il mange là seulement parce qu'il a été expulsé de chez lui. Elle fait une face en colère, disant qu'il a complètement raison. Le nain est choqué et Hae-Jun dit qu'il ferait mieux de s'excuser. Elle appelle alors Hae-Jun par son nom et se présente comme Aphrodite. Elle est vraiment la déesse de l'amour, portant une immense quantité de bonheur. Elle s'excuse et Hae-Jun dit que ce n'est pas un problème du tout. Il est seulement là parce qu'il a été embauché. En entendant cela, le nain demande s'il peut livrer quelque chose. Il n'est pas sûr de quoi dire et Aphrodite dit qu'il semble être un garçon honnête. Motivé, il dit qu'ils peuvent compter sur lui puisqu'il est le livreur des dieux. Le nain a beaucoup aimé cette information, mais en réalité, Hae-Jun veut livrer quelque chose pour Aphrodite. Le nain lui dit alors d'aller chercher des matériaux dont il a besoin pour la forge. L'emplacement est juste dans sa ville et ce qu'il cherche est aussi le métal céleste. Le moment d'après, il est déjà sur son scooter, se demandant si c'est le bon endroit. Encore une fois devant une porte, mais cette fois pour les mines de Sewerei.
Face à cela, son cœur bat la chamade. Il n'en revient pas qu'il entre à nouveau dans un donjon. Dès qu'il a vu l'emplacement, il est allé vérifier et a découvert que c'était Télémine. Il était pensif et a dit à Héphaïstos qu'il ne pourrait pas le faire, expliquant que la dernière fois qu'il est entré dans un donjon, il a failli mourir. Le nain a demandé pourquoi et il a dit que c'était parce qu'il n'est pas un chasseur et ne peut pas se battre. Il a réussi uniquement parce qu'il avait un casque qui cachait sa présence, mais maintenant il est cassé. Héphaïstos a dit que s'il s'agit d'un casque cassé, il n'a qu'à le lui donner et il le réparera. Tout excité, il s'est levé et a dit qu'il est le dieu des forgerons et peut réparer n'importe quel trésor mythique. Haijun s'est excité et maintenant il est de retour dans le donjon avec un casque. C'est une réplique réparée avec une durée de 2 minutes et 2 utilisations. Encore une fois, il entre dans la porte, mais en entrant, il y a une foire en cours et il est confus. Il savait que ce donjon était populaire, mais c'est ridicule. Il imaginait que le problème serait les monstres, mais maintenant il réalise qu'il devra aller au fond de cet endroit pour trouver quoi que ce soit. Pendant ce temps, Doyan est là, mangeant calmement. Après avoir roulé pendant 30 minutes, il a finalement trouvé un endroit vide. Le seul problème est que le terrain est terrible et son scooter tremble de partout. Au moins, il commence à voir des minéraux sur le mur. Mais ce qu'il doit trouver est le métal céleste, un morceau de minerai qui brille d'une couleur rouge. Il continue, se demandant jusqu'où il devra aller. En tournant un coin, un squelette géant passe près de lui. Il a peur mais continue d'accélérer puisqu'il est toujours invisible. Cependant, il heurte le corps de son scooter. Un squelette remarque quelque chose mais est confus car il ne voit rien. La seule mauvaise chose est que son scooter est maintenant en panne. Il s'arrête un instant et sourit, pensant qu'il a de l'argent pour en acheter une infinité. Avec cela, il continue d'aller au fond de la grotte, jusqu'à ce que, sur un tas de rochers, il voit le minerai céleste. Il s'approche, enlève son casque et sourit, disant qu'il l'a enfin trouvé. Le problème est comment il va le transporter hors de là. Il tire d'un côté et donne des coups de pied de l'autre mais abandonne. Que va-t-il faire maintenant? Mais le système le sauve et lui dit de vérifier la boutique. Peut-être y a-t-il quelque chose d'utile. Dès qu'il l'ouvre, il voit un article recommandé pour 4700 points. C'est une pioche d'explorateur qui peut parfaitement miner, mais seulement une fois. Mais cette fichue chose coûte 4700 points. Il se rappelle qu'à l'entrée, on peut emprunter une pioche pour 10 000 won. Il part en disant qu'il ne dépense pas d'argent ici de cette manière. Le problème est que, en regardant son scooter, il n'est clairement pas en bon état. La meilleure chose à faire est de prendre le risque. Il a déjà dépensé les 4700 points et l'a jeté dans sa main. Ensuite, il suffit de facturer Héphaïstos pour cela et il frappe le minerai avec la pioche. Frappez le minerai directement sur le dessus. Il se détache magiquement de la roche et la pioche se désintègre. Le minerai roule en bas du rocher et il court après comme un idiot. Il soulève la chose du sol, mais c'est incroyablement lourd. Après avoir lutté, il parvient à le jeter sur son scooter, pensant que ce serait beaucoup plus facile s'il pouvait aller directement à l'Olympe. Mais c'est alors qu'un ogre de pierre apparaît derrière lui. Il est sans le casque et prend peur. La créature rugit, secouant toute la grotte. Dans une autre partie de la grotte, Doyan combattait des squelettes. En entendant le rugissement, il se demande ce que c'était. Il a senti quelque chose s'approcher de l'obscurité et s'est préparé à se battre quoi que ce soit. C'était Haijun, accélérant et lui disant de s'écarter du chemin. Doyan l'a reconnu comme le même gars du Tartare, mais le protagoniste est juste passé en lui disant de courir s'il tenait à sa vie. Il n'a même pas pu dire un mot et le gars était déjà parti. À ce moment-là, il a entendu quelque chose derrière lui. En se retournant, l'ogre se dirigeait vers lui. Il a couru désespérément, disant qu'il voulait aussi monter. La scène passe à Haejun, criant qu'il a encore failli mourir. Héphaïstos dit qu'il est très bon pour livrer rapidement, mais notre garçon jure, disant qu'il aurait dû le prévenir que c'était si dangereux. Le nain a l'air confus, disant qu'il n'y a rien dans cet endroit qui mette la vie en danger. Notre protagoniste essaie d'expliquer que la roche était aussi gigantesque. Le nain semble confus et il dit qu'il va la chercher. Avec cela, il apporte le bloc rouge. Il jette l'énorme roche par terre et demande à Héphaïstos de jeter un œil à cette chose gigantesque qu'il a demandé. Le nain est choqué et demande quel genre d'abomination c'est. Et les deux se regardent.